Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des hérétiques. Peux-tu te présenter, retracer les principales étapes de ton parcours dans le rugby? Bon, merci tout d'abord de me recevoir pour ce petit entretien. Mon parcours en tant que joueur, c'est un parcours un petit peu classique des joueurs amateurs de l'époque. J'ai commencé à jouer en junior au Stade Montois où j'ai évolué pendant 2 saisons. J'ai été champion de France Réchelle avec les juniors du Stade en 1978 et aussi eu la chance d'avoir quelques caps junior et international B et de se frotter au All Black à Bayonne avec la Côte Basque. Alors, tu as très tôt choisi de te former au métier d'éducateur et d'entraîneur. D'où te vient cet intérêt particulier pour la transmission et la formation? Eh bien, il s'avère que le rugby étant un sport attrayant, je me suis très jeune posé la question, même quand je jouais, et notamment quand je jouais à l'US Carcassonne, j'ai démarré mon accompagnement avec des petits et donc j'ai trouvé de l'intérêt à faire ça et à essayer de transmettre quelque chose qu'on vit sur le terrain quand on est joueur et qu'on essaye de transmettre quand on est éducateur. Tu as évolué dans des clubs historiques et importants et côtoyé plusieurs grandes personnalités du rugby. Qu'as-tu retenu de ces différentes cultures de clubs? Ben, quand on voit le Stade Montois, bon, entraîné par André Boniface, quand on est joueur, c'est quand même quelque chose de prégnant. Quand ton premier maillot est remis par Christian Darouille, c'est quelque chose qui marque. Après, en termes de jeu, je suis arrivé sur Carcassonne, où là j'ai trouvé une famille, où Daniel Mustapha, la génération, était une génération qui était amateur bien sûr, mais qui avait pas mal de résultats et j'ai normalement apprécié d'avoir été intégré et donc voilà quoi, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Alors, tu as connu l'US Carcassonne comme joueur, comme tu le disais. Quels souvenirs conserves-tu de cette période et du club de cette époque? Ben, c'était le rugby amateur et dans toute sa splendeur, comme on peut dire, où effectivement il y avait une convivialité importante, tous les joueurs se connaissaient très bien, se côtoyaient régulièrement. Et donc il y avait une osmose, mais bon, on faisait aussi des entraînements pas très importants parce que c'était 3 fois par semaine. Alors que là, aujourd'hui, les joueurs sont devenus professionnels et beaucoup plus sérieux dans leur approche. Alors, ton parcours comprend également une expérience internationale importante avec le rugby camerounais. Comment ça a commencé? Ben, il s'avère que à l'époque où j'étais directeur du centre de formation et coordinateur sportif de Colomiers Rugby, j'ai eu les cadres techniques de la Fédé qui m'ont appelé et ils m'ont demandé si j'étais pas intéressé pour aller coacher une équipe africaine. J'étais fort surpris parce que bon, je savais que le Cameroun jouait au football, mais je ne connaissais pas le rugby. Et donc, ils m'ont demandé très sérieusement si ça ne m'intéressait pas d'avoir une mission sur le Cameroun, notamment sur le sport, développement du rugby africain et d'entraîner, être entraîneur national de l'équipe du Cameroun. Donc, j'ai accepté la mission pendant 4 ans à aller coacher l'équipe du Cameroun et cette expérience est une expérience intéressante parce que ça nous a poussé jusqu'en finale à la Coupe d'Afrique contre la Namibie qui est l'équipe référente où nous avons échoué bien sûr parce que les conditions ne sont pas les mêmes pour les deux pays mais c'est une expérience enrichissante. Ça m'a permis aussi de faire venir en France des joueurs connus qui ont après marqué le rugby français comme Tchali Wachou, Jewel et Arsène Nomo. Donc quand même ça laisse des traces. Et aujourd'hui encore, le Cameroun me repercute parce que Thierry Futeux est un joueur que j'ai eu en Coupe d'Afrique des moins de 18 ans à 7 à Bamako et que je retrouve avec plaisir à l'US Carcassonne. Alors, tu parlais de Colomiers. Parle-nous brièvement de ton expérience à Colomiers. Ben, Colomiers, je suis arrivé par l'intermédiaire de Jacques Brunel avec qui j'avais joué à Carcassonne, dont toujours Carcassonne revient au milieu de la conversation. Et donc Jacques Brunel savait que j'entraînais un club à côté de Portet-sur-Garonne, qui était le club de Christophe Delot, qui m'avait contacté pour venir entraîner. Et donc Jacques me demande de venir rejoindre le groupe et de m'occuper de l'équipe Espoir. Alors pendant 2 ans, je me suis occupé de l'équipe Espoir et puis j'ai rejoint le staff de Jacques Brunel en partie sur la vidéo qui est un peu mon dada de l'époque puisque ça ne se faisait pas beaucoup, il y avait très peu d'analystes vidéo et puis pour la mise en place de skills et je me suis installé doucement dans le club. Quand Jacques Brunel est parti, c'est Christian Elris qui a pris l'entraînement et Christian Elris m'a demandé si je ne voulais pas prendre la direction du centre de formation
et la coordination technique de l'association et des pros. Tu as une grande expérience avec les jeunes. Quelle est selon toi la principale évolution que tu as observée dans la formation des jeunes rugbyman au cours de ces dernières années? Alors l'évolution est très marquante parce que les joueurs arrivaient très certainement au début pour pratiquer d'une manière un peu anachronique, pour jouer simplement sans se poser la question sur ce qu'ils faisaient et sur ce qu'ils pratiquaient, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que les joueurs sont un peu plus concentrés sur la tâche, on va dire, et cette tâche, comment on arrive à la mettre en place et comment on la fait évoluer. Et ça, c'est une nouveauté parce que les joueurs sont partie prenante quand il y a des staffs, et je sais qu'ici à l'USC c'est ça. Le nouveau staff met en place l'interactivité avec les joueurs sur la prise en compte et la responsabilisation de chaque individu et du groupe. Comment le contact avec l'US Carcassonne s'est-il établi pour te proposer cette nouvelle mission? Il s'avère que mon épouse étant de Carcassonne, et puis me voilà à la retraite, jeune retraité, et donc je suis sollicité par les anciens avec qui j'ai gardé de bons contacts, et je suis naturellement rentré dans le groupe des anciens. Et comme Benoît Mestre a voulu faire participer les anciens un petit peu à l'élaboration de la réflexion sur le projet futur, sur les projets futurs, il se trouve que les anciens ont naturellement demandé si je ne pouvais pas rentrer à l'association, et je suis rentré comme ça au comité directeur de l'association qui est en charge par David Sanz. Alors, quel diagnostic les dirigeants t'ont-ils présenté concernant la formation et la relation entre les jeunes et l'équipe première? Le diagnostic, il était facile à voir. L'association était de son côté et les pros de l'autre. Une difficulté à faire du recrutement, une difficulté à mener une politique sportive qui était un peu complexe, sans avoir de fil directeur. Et donc, je pense qu'effectivement, il y avait, rien que par le fait des résultats, cela montrait qu'il fallait certainement développer quelque chose. Et qu'est-ce qui t'a personnellement convaincu d'accepter une telle mission? Ce qui m'a convaincu, c'est que c'est quand même mon club de cœur. Autant Colomiers, c'est un club où j'ai travaillé, mais je n'ai jamais joué, alors que Carcassonne, c'est un club, l'US Carcassonne, c'est un club où j'ai joué, dont j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais joué. Daniel Mustafa a été déterminant, et puis tout un groupe d'anciens qui m'ont dit, bon, eh bien, il y a quelque chose à faire, et j'étais un peu oisif, entre guillemets, et donc l'occasion a fait le larron. Est-ce que tu sais quel sera l'intitulé exact de ta fonction et quelles sont tes principales responsabilités? Eh bien, après réflexion un petit peu de l'état des lieux après sur ce qui existait et ce qu'on avait vécu les années par le passé, on se rendait compte qu'effectivement il était important, et comme dans les autres clubs c'est une réalité qui existe et qui doit être mise en place. Il fallait impérativement créer une passerelle entre la structure professionnelle et la structure amateur, l'association support. Donc je me suis proposé de pouvoir assurer ce rôle de coordinateur entre la structure professionnelle et la structure amateur, en accord avec les deux présidents des deux structures, David Sanz et Benoît Mestre. Et puis j'ai rencontré le staff, le nouveau staff des pros, et je leur ai proposé de pouvoir décliner justement leur projet de club, leur projet sportif et le projet de jeu sur l'association aux différentes catégories que décline l'association. Alors justement, tu parles des catégories. Quelles sont les catégories qui seront directement concernées par ton travail? Alors en fait, c'est un travail global parce que moi j'ai plus un regard sur la continuité et le suivi des équipes et notamment des équipes d'éducateurs ou d'entraîneurs qui vont décliner à chaque niveau du complexe vers le simple le projet sportif de l'équipe professionnelle. Alors, on parle de coordonner la formation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ce terme pour le supporter? Alors, coordonner la formation, c'est d'abord, dans un premier temps, former au sein de l'école de rugby les enfants pour qu'ils aient
une caisse à outils qui soit la plus complète possible. La caisse à outils, c'est tous les savoir-faire. À chaque niveau de catégorie, il y a des savoir-faire qui doivent être acquis et ces savoir-faire doivent évoluer en fonction de l'année qui suit et des années qui suivent. Donc là, c'est ça la coordination. Et derrière, c'est aussi le projet. Ce projet, quel jeu, pour quel joueur. Et ça, c'est important. À partir de ce projet de quel jeu, pour quel joueur, on essaye de décliner cette formation. Auras-tu quand même un rôle d'entraîneur directement sur le terrain? Non, sur le terrain, je n'exercerai pas sur le terrain, ou alors à titre très exceptionnel pour faire un petit peu de mener des exemples. Mais surtout, c'est un terme de coordination pour essayer, avec tout l'encadrement, de bien parler le même langage et de bien faire passer le message à tout l'ensemble des joueurs de chaque catégorie. Comment se déroule le recrutement et la détection des jeunes joueurs? Et y participes-tu directement ou est-ce quelque chose qui viendra plus tard? Non, j'ai commencé tout en étant avec les anciens, j'ai commencé un petit peu à participer, mais j'ai commencé cette année à aller voir des équipes de jeunes, évidemment, parce que c'est là que ça commence, et identifier certains joueurs qui avaient du potentiel. Et à partir de ce potentiel, on les a retenus, et on en a quelques-uns qui ont participé, qui ont rejoint le club. Il y en a d'autres qu'on n'a pas pu faire venir au club parce que c'est comme ça, il y a de la concurrence, c'est tout à fait logique. Mais effectivement, développer cette notion de détection dans les autres matchs des autres équipes pendant toute la saison. Et ça, c'est un rôle qu'on va essayer de mettre en place et de renforcer avec des équipes qui iront voir pour voir un petit peu où sont les autres joueurs dans un rayon assez raisonnable. Ce que tu nous présentes, on imagine, ça présente aussi des obligations de réformer certaines choses. Quelle autonomie posséderas-tu ou auras-tu pour modifier les méthodes ou l'organisation actuelle pour arriver à tout aligner entre ce que tu nous as expliqué et les besoins de l'équipe pro et ce qui est existant? Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est dans chaque catégorie renforcer la qualité du jeu de l'équipe collectivement et dans la formation individuellement des joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la compétition c'est hyper important, mais la formation du joueur c'est important. À l'US Carcassonne, il va se définir à un moment donné une façon de jouer, une forme de jeu qui va impliquer qu'on va vouloir recruter tel ou tel joueur à la place de tel autre, dont ça ou de tel jeune joueur. Donc on va orienter notre détection en fonction de ça. Après, on oriente en fonction des savoir-faire et des joueurs qui sortent du lot par rapport à une fiche de poste ou une fiche de joueur. Et est-ce que le joueur rentre dans cette fiche? À partir du moment où il rentre, on va essayer de le faire venir au club. Un rôle de coordination, c'est toujours compliqué parce qu'on parle avec plusieurs décideurs différents. À qui dois-tu rendre compte de ton travail? C'est pas difficile. D'abord, dans un premier temps, je dois rendre compte à mes présidents, les deux présidents, parce que je considère que les deux présidents doivent être concernés par ce qui se passe. Et puis, dans un deuxième temps, le staff pro doit savoir impérativement quels sont les joueurs à fort potentiel qu'il peut y avoir dans chaque catégorie. Et l'évolution de ces joueurs, et les suivre, et renforcer les catégories qui auront besoin d'être renforcées. Quel sera ton principal défi personnel dans cette nouvelle fonction? C'est très facile là, parce que l'école de rugby doit arriver à avoir sa labellisation. Donc là, pour l'école de rugby, on va certainement se tourner vers plutôt école de rugby plus U14, U16 sur un pôle jeune, où là, tout le monde sera pris en compte. C'est une nouvelle façon de travailler dans les clubs, mais c'est quelque chose qui est dynamisant. Ça, c'est la première chose. Et que les catégories qui doivent être dans des catégories au-dessus, accéder très rapidement aux catégories qui permettent de faire un petit peu d'élite, parce que c'est comme ça qu'on recrutera les meilleurs joueurs. Et comment vois-tu cette fonction évoluer au cours des années? La fonction, elle évolue au cours des années en fonction de justement les catégories et les joueurs qui vont pouvoir aller vers le haut niveau, parce que le but du jeu étant d'aller vers le haut niveau. Aujourd'hui, on se rend compte que l'US Carcassonne, avec la nouvelle équipe d'entraîneurs, a envoyé un signal fort, dans le sens où dès aujourd'hui, 13 joueurs du centre de formation vont s'entraîner toute l'année, et pas qu'une fois, et pas que le début de saison, avec l'équipe pro, pour gonfler l'effectif. Et pas que pour gonfler l'effectif, pour aussi les faire activer et pour pouvoir les faire jouer éventuellement pendant tout ce championnat. C'est quelque chose de très fort
parce que ça va envoyer un message très important aux autres joueurs d'ailleurs qui se diront tiens, à l'US Carcassonne, ils ont des joueurs du centre de formation, ces joueurs du centre de formation sont intégrés et jouent, et donc il y a peut-être un intérêt à venir à l'US Carcassonne. Tu anticipes un peu cette question parce qu'il y a les supporters qui, sur les réseaux sociaux et dans d'autres discussions, ont dit que le banc n'était pas assez profond à l'USC si on avait eu une blessure. Est-ce que tu peux justement approfondir un peu sur le rôle de ces jeunes et comment ça va faire pour essayer que tout le monde comprenne et soit sur la même page? Je vais simplement reprendre l'interview de Joël, qui, quand il a parlé l'autre jour, il a dit il y a 35 joueurs pros et il y a 13 joueurs qui accompagnent, qui viennent du centre de formation pour compléter. Il a été très précis, ces jeunes joueurs ont besoin d'être encadrés par les anciens, mais aussi pouvoir à des moments tenir la baraque, comme on dit dans le jargon. Donc il y a certainement un intérêt à les faire évoluer, mais il y a un intérêt à se rendre compte aussi de sa part et de son staff que effectivement ces joueurs sont intéressants et peuvent évoluer en équipe pro, chose qui n'était pas trop d'actualité jusque maintenant, mais qui est d'actualité dans beaucoup d'autres clubs. Donc nous sommes en train peut-être de gravir doucement, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il faudra prendre le temps de voir les choses, mais c'est quand même un signal fort, un signal intéressant. Ces joueurs seront encadrés et gonfleront l'effectif et seront certainement capables de pouvoir jouer à des moments quand ils en auront besoin. On va monter le curseur dans la catégorie des clubs formateurs si pendant toute cette année nous faisons ça, et je crois qu'on peut leur faire confiance. Le cœur de ta mission semble être de renforcer la relation entre la formation et l'équipe première. Quelle est aujourd'hui ta définition d'une passerelle réellement efficace? La passerelle doit être effectivement très efficace, mais elle est sensible. Sensible dans le sens où les objectifs des pros ne sont pas forcément les mêmes objectifs que l'équipe de l'association, notamment l'équipe Espoir, qui est l'équipe phare de l'association. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans la configuration que nous vivons dans le club, avec 13 joueurs du centre de formation qui sont intégrés à l'équipe pro, il est évident qu'ils ne vont pas jouer tous les week-ends avec l'équipe pro. Donc, ils seront appelés à redescendre. Quand ils vont redescendre, ils vont avoir acquis et renforcé leur savoir-faire. Il faut impérativement que l'autre partie, la partie des espoirs, soit aussi d'un niveau de qualité. Pour que, quand ils vont se retrouver en équipe espoir, ce soit une véritable équipe avec des objectifs de victoire, mais aussi des objectifs de formation. Parce qu'il ne faut pas oublier que individuellement, les joueurs du centre de formation ont un suivi très précis. Ils ont un suivi individuel dans un sport collectif, mais on doit savoir l'évolution performante de chacun. C'est ça qui est important. Donc cette passerelle, elle est importante parce que Joël a besoin, et son staff a besoin de savoir effectivement si en dehors des joueurs du centre, en dehors des joueurs du centre de formation, il n'y a pas d'autres joueurs dans le groupe Espoir qui sont en mesure de pouvoir intégrer avec du renforcement. Et ça, c'est à quelque niveau que ce soit. C'est le côté délicat de la mission. Comment tu vas travailler concrètement avec Joël et son staff pour arriver à faire ça? Joël et son staff, sur son seminier, va être capable très certainement le jeudi de pouvoir dire « moi je vais intégrer tant de joueurs ce week-end et les autres vont redescendre ». Mais Joël, lui, il ne les verra peut-être pas jouer ou très épisodiquement. Il va s'appuyer sur moi pour pouvoir lui donner très certainement des informations sur les joueurs qu'il entraîne toute la semaine. Ou à des moments, il viendra après avoir eu des échanges. Nous allons avoir des échanges sur les joueurs d'une manière individuelle, car ça, c'est un suivi individuel de ces joueurs de haut niveau. Alors justement, les supporters, dans le passé, reprochaient un peu à l'équipe première de ne pas aller voir jouer les jeunes. Et est-ce qu'il va y avoir une implication peut-être des joueurs qui ne jouent pas, qui sont blessés, etc., pour donner une certaine présence, ou c'est toi qui vas le faire? Alors moi, je crois que par expérience, ce que j'ai vécu sur le club de Colomiers, il ne faut pas croire que les joueurs, ça va se scinder comme ça d'une manière. Au contraire,
Puisqu'on on a un nombre conséquent, 13 pour le moment, de joueurs qui intègrent l'équipe pro, il se lie des amitiés et je pense qu'on ne sera pas surpris de voir des joueurs de l'équipe pro venir observer les espoirs le week-end parce qu'il y a des attaches qui vont se mettre en place et des complicités qui vont s'installer. Comment se coordonne le travail entre les équipes jeunes, le centre de formation et l'équipe première? Alors là, c'est là qu'il y a un petit bémol. Les joueurs du centre de formation, eux, ont un cahier des charges très précis de la Ligue, et d'autant plus qu'ils vont s'entraîner avec l'équipe pro. Ils ont aussi un suivi individualisé et un travail individualisé à faire, avec un suivi mental, un suivi de vidéo, un suivi de préparation physique qui est un peu plus renforcé. Les autres sont dans une catégorie où ils sont dans l'apprentissage et dans la formation. Jusqu'à l'âge de 18 ans, on est encore en formation. Donc là, le suivi sera un peu différent, mais ça n'empêche pas qu'on pourra avoir des exigences sur les savoir-faire et sur les acquisitions qu'il faudra avoir à chaque niveau de chaque catégorie. Une question qu'on se pose souvent quand on voit les jeunes arriver en équipe première, c'est comment éviter que la pression du résultat de l'équipe première ne réduise les possibilités offertes aux jeunes. Alors maintenant, les choses ont un peu changé parce que la prise en charge et l'accompagnement des joueurs jeunes dans le très haut niveau, c'est complètement... on essaye de tout cadrer. Tout cadrer avec des routines, des organisations, des points bien précis, une démarche très précise. Les projets de jeu sont bien établis, l'organisation tactique, l'organisation technique est en place, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain et ça leur sert de guide par rapport à leur savoir-faire et ce qu'ils doivent faire pendant le match. Justement, à certains moments de la saison, on dit aux entraîneurs des espoirs, je fais redescendre ce jeune-là, mais tu ne le fais pas jouer parce qu'il faut me le préserver. Alors, est-ce pas les frustrer un peu? Alors oui, automatiquement, il va y avoir un petit peu de frustration. Dans un premier temps, dans le court terme, il y a de la frustration. Mais si on regarde le processus du joueur et de son élaboration et de ce qu'on veut l'amener à faire ou évoluer, eh bien, le joueur, il faut qu'il, à ce moment-là, le rôle de discussion, d'échange qui va accompagner. Oui, je voulais jouer, mais je ne dois pas jouer parce qu'il faut se préserver. Et ça, c'est important. Cette collaboration qu'il va y avoir, cette passerelle qu'on a parlé tout à l'heure, elle joue un rôle hyper important. Et il faudra savoir, à un moment donné, pouvoir discuter avec le joueur et lui dire pourquoi il s'est passé cette situation. Alors justement, tu parlais de la passerelle. Quel regard portes-tu sur la passerelle qui existait jusqu'à présent à l'US Carcassonne? Jusqu'à présent, la passerelle, elle était étroite. Et justement, une passerelle, c'est fait pour être pas très large, mais c'est fait pour être bien guidé, pour qu'on y marche sereinement et qu'on aille le plus loin possible avec un visuel à long terme. Et je pense qu'elle va s'améliorer et se développer. Par le passé, elle laissait beaucoup d'incertitudes, donc beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse chez les joueurs quand ils accédaient au niveau supérieur. Alors quels critères devront être remplis par un jeune joueur pour intégrer régulièrement les entraînements de l'équipe première, selon toi? De toute façon, les critères, ça va être... Maintenant, nous savons, il ne faut pas oublier que nous avons un directeur de la performance. Quelque chose que nous n'avions pas et qui est quelqu'un qui va coordonner. Déjà d'un point de vue, sur le point de vue de l'aspect physique, il faudra que le garçon il soit au top parce que les exigences du haut niveau, c'est d'être toujours les meilleurs. Donc ça, c'est la première partie. Après, sur le point de vue technique, il faut avoir acquis des savoir-faire et être capable de les développer et de les maîtriser. De les maîtriser d'une manière assez importante. Après, d'un point de vue tactique, bien intégrer les projets quand on monte dans les équipes au-dessus. Ça, c'est hyper important. Et une fois que ces trois critères sont remplis, eh bien, le joueur il est apte à pouvoir accéder au niveau. Dans les discussions entre supporters, certains pensent qu'un joueur du centre de formation doit être totalement prêt avant d'être intégré à l'équipe première. D'autres pensent qu'il doit pouvoir progresser au contact des professionnels. J'ai envie de leur dire simplement une chose. Je vais faire référence à l'équipe de France des moins de 20. Je vais faire référence à tous nos jeunes qui sont dans le pôle France. À une époque, on a volontairement dit il faut que les joueurs soient enfermés à Marcoussis, s'entraînent à Marcoussis et redescendent le week-end pour aller jouer avec leur club. Et éventuellement avec leur club professionnel. Cette expérience a été un échec complet. Pour la bonne raison que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le rugby est un sport collectif. Et donc dans le collectif, il faut avoir joué ensemble.
pas qu'ensemble jouer, aussi partager et travailler ensemble et s'entraîner ensemble. Donc la politique qui a été menée a été complètement différente. On a choisi de laisser les joueurs à fort potentiel pour l'équipe des moins de 20 dans leurs clubs respectifs où ils s'entraînaient avec les pros et où ils ont progressé à travers leur équipe pro pour pouvoir jouer à des moments dans leur équipe référente. Et après, quand les moments se sont rencontrés pour le niveau international, ces joueurs qui avaient progressé à un plus haut niveau dans leur club ont retrouvé l'équipe des moins de 20 et ça donne le travail qui est actuellement dans les catégories de moins de 20. Je trouve qu'encore récemment, la preuve est faite que nos joueurs de très haut niveau sont des joueurs de très haut niveau. Lorsqu'un jeune joueur s'entraîne avec les professionnels, mais il joue avec les espoirs, qui doit piloter sa semaine? Comment ça va se passer? Alors la semaine est simple, le semainier sera certainement similaire entre les espoirs et les pros, comme ça il n'y aura pas de problème d'organisation. Par contre, à partir du jeudi, quand nous jouerons le vendredi ici avec les pros, ou qu'on jouera le samedi à l'extérieur et que nos espoirs joueront le samedi, le jeudi, il y aura des joueurs qui vont descendre. Mais quand on va les faire descendre, il y aura certainement des messages qui seront passés par le staff des pros pour leur expliquer le pourquoi du comment ils descendent et dans quel but et dans quelle organisation, qu'est-ce qui va se passer sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et moi, j'amènerai ma petite patte où, à un moment donné, le joueur qui sera forcément frustré, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, pourra mieux comprendre le pourquoi du comment il se retrouve dans une situation transitoire. Est-ce que les éducateurs et les entraîneurs des jeunes auront accès au projet de jeu de l'équipe première pour mieux préparer les joueurs à s'y intégrer? Alors c'est très facile, je peux te dire déjà d'avance que ça a été fait. Nous avons déjà fait une réunion entre les espoirs, le directeur du centre de formation et le projet sportif. Le projet de jeu de l'équipe professionnelle est déjà décliné dans l'équipe espoir. Ce qui veut dire qu'il est fondamental qu'à un moment donné, ce sont Joël et son staff qui définissent la politique sportive et le projet de jeu, que ce projet de jeu soit décliné sur l'équipe espoir. Pourquoi? Tout simplement parce que les références et la façon de jouer et la façon de se comporter collectivement par semi-collectif et par poste individuel doit être intégré de la même manière. On ne peut pas se permettre de faire des choses dans un groupe et d'autres choses dans un autre. Donc automatiquement, on décline le projet de jeu et ce projet de jeu doit être intégré par les équipes d'espoir. Quelle est ta définition d'un joueur bien formé? Alors un joueur bien formé, ça c'est toujours intéressant parce que lui on l'a bien formé, lui il n'a pas été formé. En fait, on va prendre un exemple très simple. On va dire que le joueur a une caisse à outils. Et dans cette caisse à outils, il y a des outils. Mais là, les outils, c'est les savoir-faire. Et comment on a évolué avec le joueur dans ses savoir-faire? Il y a des joueurs qui ont une caisse à outils qui est vide. Et il y en a d'autres, ils ont la caisse à outils ultra pleine. Et d'où le joueur bien formé, c'est le joueur qui a la caisse à outils la plus pleine possible. Ça veut dire qu'on lui a donné tous les atouts pour répondre à toutes les configurations de jeu et toutes les configurations individuelles qu'il retrouve par rapport à la tâche. Le rugby moderne tend à spécialiser très tôt les joueurs selon leur poste. Est-ce que tu considères ça comme une évolution positive? Alors il faut savoir quand même qu'à un moment donné, on était sur du global. On faisait, le joueur, il s'inscrivait dans une forme de jeu, globalement et tout ça. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques lacunes, puisque pour s'incruster dans une forme de jeu, pour arriver à la mettre en place, il y a des fois des savoir-faire. Je prends un exemple. Le joueur qui ne sait pas faire de passe à gauche, ça va être compliqué pour lui. Ou qui n'a pas de pied droit, ou qui n'a pas de pied gauche, ça va être compliqué. Donc on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a mis en place de l'individualisation du travail, uniquement. Et on mettait une individualité à côté d'une autre individualité. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Je crois que c'est un mix des deux, et c'est important. Donc on commence toujours par la formation du joueur, dans un cadre où il faut savoir faire beaucoup de choses liées à la caisse à outils. Et cette caisse à outils la plus complète permet après, d'une manière individuelle, de pouvoir s'exprimer dans un collectif. Quelle place accorder à la technique individuelle et aux fondamentaux dans la formation? Une place primordiale. Même le plus haut niveau. Aujourd'hui, si on fait référence à des joueurs du Stade Toulousain ou ailleurs, ou de Bordeaux,
il ne faut pas croire, ces joueurs font des gammes, répètent des routines en permanence sur les savoir-faire des choses bien précises, que ce soit au pied ou à la main, ou même en défense. Il est important de savoir répéter et remettre en place sans cesse sur le métier l'ouvrage. Et ça, c'est important. Donc la technique individuelle est primordiale. Il faut savoir la travailler à tous les niveaux de la compétition. La formation doit-elle produire des joueurs adaptés à un système ou capables de s'adapter à plusieurs systèmes? Alors moi, je suis plus d'avis, par ma formation, je crois que l'important, c'est de savoir s'adapter avec les savoir-faire. Le savoir-faire qui savent s'adapter. Je me souviens de Christian Elleris à Colomiers qui disait « Une équipe, c'est important, si elle n'a pas la palette, être capable de s'orienter. » Les Blacks ont pendant des années dominé le rugby mondial parce que justement, eux, en cours de match, ils étaient capables de modifier la palette et de la changer. Nous avons aujourd'hui des joueurs de très haut niveau en équipe de France ou ailleurs, capables de changer et d'adapter la palette. Je crois que c'est ça la vérité. Il faut savoir s'adapter à toutes les formes de jeu. Quelle place le comportement et les qualités humaines occupent-elles dans l'évaluation d'un jeune? Alors, il est important de ne pas scinder les choses en deux. On ne saucissonne pas. Le joueur de haut niveau ou en formation est une entité à lui seul par rapport à plein de secteurs. Le secteur psychologique, le secteur quotidien, le secteur social, le secteur sportif. Et c'est un tout. Et aujourd'hui, c'est important que le joueur qui évolue pour se former soit bien dans sa tête et bien dans son corps. Une question qui revient de temps en temps chez les supporters en général et dans certains clubs en particulier. Est-ce qu'un joueur extrêmement talentueux peut être écarté pour des raisons comportementales, pour ne pas nuire au collectif? Alors aujourd'hui, la règle vise à ce que quand même, dans la formation du joueur, on pense à mettre des règles. Alors je parle pour la formation des jeunes, des règles qui sont liées aux parents qui accompagnent, parce que souvent, malheureusement, les parents se font une projection sur leurs enfants de ce qu'ils n'ont pas été et de ce qu'ils veulent que leur enfant devienne. Donc ça, il faut être amant. Il est important qu'on soit capable de mettre des règles de fonctionnement très claires, notamment on appelle ça une charte, qui existe ici à l'école de rugby de l'USC, mais il faut la mettre en pratique. Il y a plein de choses qui existent, mais après il faut les mettre en pratique. C'est ça qui est important. Mais effectivement, le joueur qui, en montant d'un cran au haut niveau, peut être perturbateur par rapport à un groupe, on ne doit pas attendre qu'il soit perturbateur. On doit mettre en place, grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, la préparation mentale, l'accompagnement, des moyens de pouvoir discuter avec lui avant que ça dérape. Quand ça dérape, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait de la part du joueur qui est concerné, mais en part de l'encadrement qu'il a encadré. Souvent, la formation reste moins visible que ce qu'on fait en équipe première. Comment pourrait-on mieux la faire connaître au public en général et aux supporters en particulier? Alors la formation, elle est difficile à identifier. Quand on vient au bord d'un terrain voir les jeunes s'entraîner, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font. Mais par contre, pour les supporters, ce qui est intéressant, c'est de voir et de lire le jeu indépendant, les résultats qui font qu'à un moment donné, il y a des équipes qui gagnent et qui ne gagnent plus. Et donc à partir de là, c'est des signaux forts qui disent tiens, il se passe quelque chose. Mais avant que ça commence à gagner, il y a un travail qui se met au fond. Pour arriver à être efficace, il faut du temps. Mais la formation, c'est quelque chose de très contraignant. Mais plus on a de gens qui viennent soutenir nos jeunes, et plus c'est intéressant parce qu'ils se sentent soutenus et ils ont encore plus envie de travailler. Le centre de formation doit accompagner le projet sportif, mais également le projet scolaire, universitaire ou professionnel. Comment conçois-tu ce double projet? Alors ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le rugby de très haut niveau, puisqu'on est dans un club qui quand même veut accéder au niveau, et j'espère que nous retrouverons notre place très rapidement, il faut savoir que c'est très pyramidal. Et donc on prend des joueurs, on pense qu'ils ont un fort potentiel, et si on ne se concentre que sur leur fort potentiel rugby, on se trompe. On perd un petit peu de l'essence même de nos missions. Donc il faut impérativement être capable de pouvoir
mener de pair, et c'est une expérience que j'ai parce que sur Colomiers, ça m'est arrivé, et aujourd'hui je rencontre des parents qui m'ont dit « Eh bien, heureusement que tu as été à un moment donné déterminant, clair avec nous, sur le fait qu'il ne ferait peut-être pas forcément un joueur de très haut niveau. » Mais j'ai dit, il a fait un joueur de haut niveau, donc, mais il a une carrière professionnelle. Donc c'est important de mener de pair et de ne pas négliger. Il faut savoir se donner les moyens de pouvoir accompagner les joueurs sur le point de vue scolaire. Et à un moment donné, quand il y a un des deux secteurs qui pêche ou qui souffre parce que le jeune est en difficulté, il faut savoir l'accompagner, renforcer ses savoir-faire en termes de rugby, mais renforcer par des savoir-faire en termes d'études. Ça veut dire que les accompagner pour qu'ils soient le plus performants possible, parce qu'ils ne feront pas tous des joueurs de haut niveau, mais ils feront tous des travailleurs. Comment l'association travaille avec les établissements scolaires et les employeurs justement pour leur permettre de se développer? Alors là, au sein de l'association, ça existe déjà depuis quelques années. Il y a un travail qui est fait avec le milieu scolaire, mais nous allons le renforcer. On va travailler encore plus avec les écoles, encore plus avec les collèges et encore plus avec les lycées pour essayer de renforcer cette formation, pour pouvoir amener de nouveaux enfants et puis de nouveaux pratiquants. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier aussi un secteur qui se développe énormément, on n'en parle pas, mais c'est les filles. Et les filles à l'USEC sont en train de se développer fortement et nous avons beaucoup de candidates. Donc c'est important. Il faut essayer d'avoir un maximum d'empreintes sur le sport et notamment essayer de faire la pratique sur le club et nous attacher à mettre des gens diplômés d'État pour aller intervenir dans les milieux scolaires, lycéens et universitaires. Tu le disais tout à l'heure en faisant référence à ton expérience à Colomiers, tous les jeunes ne deviendront pas des professionnels. Comment on les prépare à cette réalité? C'est très difficile de préparer les joueurs, mais il faut en parler en amont. Par rapport surtout aux exigences et les savoir-faire et comment on évolue par rapport à ça. Est-ce que je rentre dans les cadres pour être un joueur de haut niveau? Qu'est-ce qui me manque à travailler pour aller être un joueur de haut niveau? Qu'est-ce que j'ai sur le plan personnel qui fait que, ou mental, que je ne suis pas un joueur de haut niveau? Alors il y a des outils qui servent à ça. La préparation mentale maintenant existe énormément avec un préparateur mental sur le centre de formation puisque c'est une obligation de la Ligue. Donc il y a un accompagnement qui se fait, mais nos joueurs pourraient éventuellement aussi en bénéficier quand ils en ont besoin. Moi j'ai connu des joueurs à Colomiers qui avaient un accompagnement mental parce qu'à un moment donné ils étaient un peu dans le doute, surtout après leur retour de blessure ou des choses comme ça, des moments où on n'est pas forcément en très bonne disposition pour pouvoir reprendre la compétition. Mais on doit être clair. L'encadrement et les gens qui les encadrent et les gens qui accompagnent doivent être très clairs sur le suivi et dire la vérité et savoir pourquoi et qu'est-ce qui doit être fait. Et puis tout le monde n'est pas forcément un joueur de très haut niveau et l'accepter de telle façon, mais il faut savoir l'accompagner. Quand faut-il commencer à parler de l'après-rugby quand on développe des jeunes? Alors je pense qu'aujourd'hui ils sont de plus en plus sensibles à ça. Je crois que les joueurs, à un moment donné, on a connu une génération de joueurs qui étaient très bien, qui se laissaient porter, qui ne se posaient pas la question. Aujourd'hui, je crois qu'ils se la posent la question et ils essayent maintenant de se mettre en parallèle et de se former ou de passer des diplômes pour pouvoir après passer à la... Mais à mon avis, dès l'âge de 25 ans, 20 ans, entre 20 et 25 ans, on doit commencer à se poser la question de savoir quel sera son après-rugby. Alors tout à l'heure, tu parlais de préparateur mental. La santé mentale, l'équilibre personnel sont-ils suffisamment pris en compte dans les structures de formation? Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'aspiration du haut niveau fait qu'on veut aller très vite et donc il faut faire très attention. Je crois qu'il est important que le joueur suive une évolution progressive. Fulgurante, ça peut avoir des effets feedback. Ça veut dire qu'on revient en dessous. Tandis que si c'est progressif, si on prend le temps de mettre en place les choses, on arrive à pouvoir se caler doucement et progresser. Ne pas s'emballer et surtout continuer à travailler. Parce que ça, c'est le travail, c'est la première chose qu'il faut mettre en place. Et comment on travaille harmonieusement avec les familles des jeunes joueurs? Alors là, c'est pareil. C'est très important de rencontrer les parents, de discuter, de voir
quelle est la projection des parents par rapport à leurs enfants, de savoir si le choix, c'est eux qui l'ont fait, les enfants, ou si c'est les parents qui l'ont fait pour eux. Et quand on sent qu'effectivement ça peut déraper sur le fait « j'ai pas été un bon joueur, mais mon fils sera un bon joueur », il faut savoir détecter. Parce que et c'est là qu'il faut travailler sur les parents et leur dire, tu sais, c'est pas primordial, il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a d'autres choses, et essayer de commencer à préparer les gens pour que le gamin puisse s'épanouir. Parce que même s'il n'est pas le joueur de haut niveau, il va prendre du plaisir à faire ce qu'il fait à son niveau. Donc il ne faut pas lui gâcher ce plaisir. Comment ta mission impactera-t-elle également l'accompagnement et la formation des éducateurs? On va tous ensemble travailler avec un organigramme qui va être délivré bientôt là, par David Sans, président de l'association, où il va y avoir, comme c'était, un coordonnateur de l'association. Ce coordonnateur coordonnera les catégories des binômes qui travaillent dans chaque catégorie. Alors on part des espoirs, des crabos, des cadets, des U14, puisque c'est ceux qui font le Super Challenge, et de l'école de rugby. Bon, cette année, on sait qu'on va mettre en place le pôle jeune qui partira de l'école rugby jusqu'au U16. Donc ça, c'est hyper important, tout le monde travaillera. L'harmonisation va se faire avec un travail spécifique sur chaque catégorie, mais dans chaque catégorie, il va y avoir un référent. Ce référent aura décliné le travail de chaque catégorie, en fonction, toujours, des savoir-faire pour la catégorie. Et tout en essayant de mettre une équipe attractive pour pouvoir aussi gagner des matchs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut gagner des matchs. Alors justement, comment on fait adopter une méthode commune sans donner aux éducateurs le sentiment de perdre leur liberté? Chaque éducateur a le droit d'avoir sa spécificité par rapport à ses aspirations et ce qu'il a été. Mais à un moment donné, le grand leitmotiv, c'est de suivre la formation. La formation et le projet. J'ai parlé du projet sportif. Je parle du projet de jeu. Quand on le décline, on sait très bien qu'aujourd'hui, on décline un projet de jeu avec les espoirs, ce n'est pas le même que ce qui se fera en U14 et en U16. Mais les grandes lignes sur le jeu, par exemple, la formulation qui va de jouer dans un sens vers un autre et de se développer, de jouer sur des ballons portés ou de faire des... Il va y avoir des formules qui vont être communes à tout le monde. À partir de là, d'une manière simple, on doit décliner. Et puis chaque éducateur de sa catégorie pourra mettre son grain de sel, tout en restant dans la chronologie de ce qu'on cherche. Le jeu, vers quel jeu, vers quoi on tend. Quand on avait interviewé David Sans, il nous disait que le développement de l'US Carcassonne passait par un meilleur maillage au doigt et des départements limitrophes, que ce n'était pas la peine d'aller chercher nécessairement les gens au fin fond de nulle part, puisque ça pouvait créer des difficultés d'adaptation, d'intégration, etc. Quelle relation souhaites-tu construire avec les clubs du bassin carcassonnais et des départements voisins? Déjà, si j'ai accepté la mission avec David Sans, c'est qu'on est en phase sur cette façon de parler. Ça, c'est sûr. Je trouve qu'il a raison. Il est important de pouvoir aller chercher dans le bassin carcassonnais, et moi je reste persuadé que le bassin carcassonnais n'a rien à lier au bassin castré ou au bassin perpignanais ou même au bassin toulousain que j'ai connu de très près. On a des clubs partout. Il faut simplement instaurer un lien durable, un lien fiable, un lien d'échange où on va partager. Et à un moment donné, il y a des joueurs qui sont capables, dans le bassin, qui sont dans des clubs d'un niveau moindre, de pouvoir aller se former et accéder à l'USC, et en contrepartie être capable de renvoyer l'ascenseur quand à un moment donné, des joueurs qui n'ont pas le niveau pour pouvoir accéder et les placer et qu'ils aillent jouer et renforcer les clubs du bassin. Ça, c'est un échange permanent et une discussion permanente et se réunir, et nous avons l'intention d'aller les rencontrer, discuter. On sait qu'il y a quand même le RBC, le rassemblement. Ce rassemblement est un point d'ancrage pour pouvoir aller pénétrer et discuter avec eux sur cet échange. Simplement, il faut le mettre, qu'il ne soit pas, que la flèche ne soit pas que dans un sens. Alors on parle de recrutement régional. Par le passé, on a fait venir des Roumains, on a fait venir des Géorgiens. Cette année, apparemment, c'est des Polonais. Alors pourquoi aller chercher ces joueurs à l'étranger? Alors, cette année, on est allé chercher 2 secondes lignes polonais parce qu'on était un petit peu faible, on va dire, sur ces postes. Mais bon, là, on ne fait que récupérer
le reliquat des gens qui ont fonctionné avant nous. Je ne veux pas faire de polémique aucunement, mais nous serons bien contents d'avoir nos Polonais, on les a remerciés de les avoir recrutés, mais c'est vrai qu'effectivement, on doit être capable, dans notre évaluation, dans notre regard, et justement d'élévation par rapport à l'ensemble, de se rendre compte les manques qu'on va avoir. Et en fonction de ces manques, il va falloir renforcer. Pour renforcer les équipes sans avoir besoin d'aller chercher très loin. Si on reste dans l'Occitanie, on aura fait un gros pas en avant. Mais comment rendre l'USC attractive pour les meilleurs jeunes aux alentours? C'est sûr que c'est c'est le nerf de la guerre, on va dire. Mais nous avons un petit signal qui vient d'arriver. C'est un signal simplement de façon de travailler. Cette année, on a 13 joueurs du centre qui sont intégrés à l'équipe pro et qui vont s'entraîner toute l'année. Je crois que ce signal, il est fort. Il est fort et il va être renvoyé à tous les gens qui sont autour. Parce que les clubs qui sont autour regardent ce qui se passe. Comment nous fonctionnons, comment on travaille, est-ce qu'on donne la part aux jeunes? Pour le moment, dans les catégories, on descend de catégorie à chaque fois dans les compétitions. Donc il va falloir restaurer pour remonter dans les catégories, pour de nouveau avoir des Crabos qui jouent en cadet, des cadets qui jouent, des Crabos qui jouent en catégorie Crabos junior et des cadets qui jouent à la mercerie, voire Goderman et une école de rugby labellisée. Ça c'est important, c'est le travail, c'est notre objectif sur le long terme. Là c'est du long terme. Donc il est important que ça. Mais le signal qui vient d'être envoyé est un signal fort. À nous de se servir et de surfer dans la vague de ce signal fort. Effectivement, on se doit d'avoir de former des jeunes qui sont qualitatifs pour monter les niveaux des équipes respectives. On a l'exemple de Clément Doumain qui revient au club et c'est quelque chose que les supporters demandent souvent, c'est comment on arrive à conserver une identité carcassonnaise ou audoise dans un recrutement plus élargi. Alors c'est pas difficile. Pour parler de Clément Doumain, on peut parler aussi d'Erjan. On va parler d'Erjan et de Clément Doumain. Et même de Bosviel. Parce que là, je vais vous livrer un petit truc, c'est que Bosviel, il va intervenir sur le jeu-pied. Il s'est proposé lui-même à venir intervenir sur les catégories sur le jeu-pied. Donc quelque part quand même c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un investissement qui se passe dans la tête de Bosviel. Donc ça c'est intéressant et c'est très agréable et on l'apprécie énormément. Clément Doumain est en train de passer son DE, Erjan est en train de passer son DE, donc ils ont demandé à travailler dans les catégories. Clément va travailler sur les cadets et Erjan va travailler sur les Crabos. Donc quand même nous avons des joueurs qui vont tous. Et nous ferons aussi, peut-être à l'accord avec les pros, parce que ça il faut aussi par rapport à leur liberté, essayer de faire passer nos joueurs pros pour qu'ils viennent voir à un moment donné nos jeunes qui sont en formation, parce que c'est important qu'ils rencontrent et qu'ils les voient. Y a-t-il des objectifs précis fixés pour cette première saison, pour ton travail? Les objectifs, c'est d'arriver à faire fonctionner l'équipe, d'améliorer dans chaque catégorie, que le pôle jeune se mette en place et qu'on puisse travailler sereinement sur ce pôle jeune. Ça, c'est hyper important. On sait que l'équipe Crabos est en souffrance parce que c'est difficile, il va falloir s'occuper de la renforcer, mais on espère que la vague se fera petit à petit. Le travail à la base est hyper important. Quant aux espoirs, il faut qu'ils aient plus de résultats que l'année dernière. Bon, c'est pas mettre la pression sur les entraîneurs, mais ils se doivent cette année d'essayer d'avoir un peu plus, ils ont une quarantaine de joueurs, ils doivent essayer d'avoir, qui ont été recrutés, entre ceux qui sont recrutés et ceux qui existaient, avoir une équipe qui sera plus compétitive. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de leur demander. Combien de temps faut-il pour juger sérieusement l'efficacité d'un projet de formation? Alors le projet de formation, il s'inscrit sur 3-6 ans. C'est toujours comme ça, c'est 3-6. Nous, on va dire qu'à partir de la 4e année, on devrait commencer à voir quelque chose émerger. Mais ça aura travaillé déjà en fond et ça aura émergé. En plus, plus on aura de joueurs qui vont être sollicités par l'équipe professionnelle, et plus ça va nous faciliter la tâche. Comment tu entends mesurer les résultats? Parce que c'est toujours difficile de mesurer l'impact qu'on a pour voir si on va dans la bonne direction ou s'il y a des choses à améliorer. Ce qui est important, c'est de savoir suivre individuellement les joueurs et collectivement. Mais le suivi individuel va être hyper important pour aussi les motiver. Il y a des joueurs qui vont certainement ne pas faire beaucoup de bruit,
mais qui attendent simplement qu'on les conseille et qu'on les encourage. Donc là, c'est un rôle qui était hyper important. On doit encourager nos jeunes joueurs à essayer de se former, se développer et de performer. J'imagine que le président Mestre aimerait voir un certain nombre de joueurs jeunes s'intégrer à l'équipe professionnelle sur le long terme. Donc, est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs de nombre de personnes à intégrer issues de la formation carcassonnaise dans l'équipe? Non, il n'y a pas de nombre. Mais plus on formera et plus on sera qualitatif dans la formation, et plus naturellement il va monter des joueurs. C'est ça. Maintenant, il faut rendre hommage au fait que cette envie est là. Cette envie de vouloir développer et de faire que de ce club, il y ait une grande famille, la formation, et qui amène vers le haut niveau. Donc ce qui nous évitera d'avoir des déconvenus, de monter et de redescendre. Donc ce qui est important, c'est de s'inscrire dans le long terme sur la base d'une équipe qui va se pérenniser dans le milieu de tableau de Pro D2. La qualité doit-elle toujours primer sur la quantité et comment on arrive à obtenir un certain équilibre entre les deux? Alors là, il faut faire très attention parce que aujourd'hui, par expérience, j'ai connu des cas de figure qui faisaient que le quantitatif laisse à des moments planer que le qualitatif est primordial. Ce n'est pas le cas. Les joueurs qui progressent très rapidement, c'est très bien, ils atteignent les niveaux, les acquisitions, c'est important, mais il ne faut pas négliger les autres. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans la formation, on ne doit négliger personne. J'ai connu des joueurs qui avaient énormément brillé dans les catégories de jeunes, puis quand ils sont montés, ça s'est un peu essoufflé. Et au contraire, j'ai connu des joueurs qui étaient dans ce quantitatif, où on s'en occupait très peu, ou pas assez, à mon sens, et qui après, pour des raisons de développement physique, pour de développement mental, de développement social, d'environnement, se sont développés et ont réussi au très haut niveau, alors qu'on n'aurait pas mis, comme on dit, une pièce sur eux. Donc il faut être très prudent. Le quantitatif, il faut le gérer, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut accompagner tout le monde. Quel héritage souhaiterais-tu laisser à l'US Carcassonne au terme de ta mission? Je n'ai pas de prétention de laisser un héritage pour le club. J'ai simplement la prétention de participer à l'aventure avec les gens qui sont dans ce club, qui est un club qui m'est cher, et essayer de partager. Je cherche à échanger, partager et qu'on fasse un travail collectif sur tout le monde. Je parle entre les pros et l'association. Ce qui est important, c'est que le club redore son blason et revienne là où il doit être et il y reste. Et ça, c'est important. Qu'aimerais-tu que les supporters et le grand public comprennent de ton rôle après avoir regardé cette interview? Qu'il faut me laisser du temps et on a le droit de m'interpeller, mais que de toute façon, je n'ai pas une baguette magique, je ne suis pas un magicien. Les choses sont en équipe, tout se fait en équipe, tout se travaille par groupe et on se doit d'être meilleur aujourd'hui et demain. Et pour terminer, quel message souhaites-tu adresser aux jeunes joueurs, à leurs familles, aux éducateurs et aux supporters de l'US Carcassonne? J'ai envie de leur demander d'avoir beaucoup de patience, parce qu'on a besoin d'eux, les supporters surtout, et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes supporters dans le stade, un club où il y a beaucoup de jeunes supporters, ça je trouve que c'est super. Je ne néglige pas les anciens, parce que moi aussi j'en fais partie, il en faut aussi. Et quant aux parents, accompagnateurs, il faut qu'ils nous accompagnent pour que leurs enfants continuent à progresser et aient envie de porter ce maillot jaune et noir avec ses remparts sur la cité. Finalement, l'ambition du club, c'est de sortir plus de Doubenc, plus de Guyot, plus de Lorenzo, voire plus de Spruit. Tout à fait, c'est ça. Et si on arrive à ça, on aura atteint notre objectif. Et il faudra le maintenir. Merci Philippe Villa. Merci à vous de m'avoir accordé un peu de temps.